Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle triste semaine. Bien sûr, elle est marquée par la disparition tragique de cette pauvre Mélanie, âgée de 31 ans et qui a été le mardi 10 juin à Nogent, dans un lycée, un petit lycée, poignardée de plusieurs coups de couteau entre 8h et 8h15 par un adolescent de 14 ans, prénommé, nous dit-on, Quentin. Ce mardi 10 juin, elle est partie comme tous les jours pour aller travailler, sans que jamais dans son esprit l'idée qu'elle puisse rencontrer la mort à l'entrée du collège ne lui soit évidemment venue, parce que cela paraissait impossible, inconcevable. Et elle a dû embrasser son petit gosse de 4 ans avec la certitude de le retrouver le soir, même si de toute sagesse de l'Évangile, il nous est dit et répété qu'on ne connaîtra jamais ni le jour ni l'heure. Mais il est absolument effrayant, pire même irréel, qu'un enseignant, elle avait une fonction de surveillante, d'éducation, assistante d'éducation, on dit maintenant, puisse trouver la mort dans un assassinat perpétré à l'entrée de l'école, à un moment où, précisément, des gendarmes, je dis bien des gendarmes, effectuent un contrôle sur les sacs, les sacoches des lycéens et des lycéennes pour s'assurer qu'ils ne portent pas de couteau, d'armes blanches. On est là dans un tel paradoxe que le destin fait peur. On se demande ce qui se cache derrière l'écriture du destin. Un gamin de 14 ans qui habitait, tenez-vous bien, à 3 kilomètres de sa victime, à l'égard de laquelle il n'avait aucun grief. Du reste, son intention n'était pas de la tuer elle précisément, il aurait voulu faire un carnage. Mais son poignard, son couteau s'est abattu sur elle comme ça. Alors on se demande, qu'est-ce qui s'écrit là derrière? Qu'est-ce qui se dit? Et quand on apprend que vers 10 heures, cette jeune femme, belle, présentée comme quelqu'un de radieux, de génial, pour employer le terme d'aujourd'hui, pleine de retenue, de pudeur, est morte dans l'absurdité criminelle responsable. On est paumé, quoi. Bon, moi, on m'a demandé à plusieurs reprises de réagir sur des chaînes de radio ou des chaînes de télé. J'ai dit simplement, je suis au bout des mots. Voilà, je suis arrivé au bout des mots. Je ne sais plus quoi dire. J'ai mon idée sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la diablerie de ce monde, mais en présence d'un drame aussi tragiquement incohérent, je suis analphabète complètement. Le procureur de la République a essayé de nous donner quelques explications, parce que il faut bien qu'on nous donne des explications. On a appris que ce jeune homme, cet assassin, présumé, ah oui, il faut le dire, on est obligé. Eh oui, l'absurdité des situations sémantiques fait qu'on doit dire qu'un individu pris sur le fait, le couteau à la main, en train de poignarder et de tuer,
est un assassin présumé. Ça en dit beaucoup du reste sur l'état de décérébration de notre société. On apprend qu'il n'avait aucun regret, aucune compassion, qu'il était comme, c'est le mot du procureur, je le cite, détaché. Cela veut dire quoi? Qu'il a atteint ce stade de plus en plus répandu, non pas seulement chez les adolescentes et chez les adolescents, non pas seulement, de chosification de l'autre. Il a fallu des siècles et des siècles pour que l'on crée, à la force de la réflexion, à la force du travail, à la force du ciselage des mots, à la force de la recherche de l'esthétique, il a fallu des siècles pour créer un humanisme. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus d'humanisme, donc il n'y a plus d'humain. On est orphelin de poésie, disait Sandrars, il y a 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans. C'était visionnaire. On est orphelin d'humanisme, de rime, de beauté, et l'autre devient une chose. Et quand ce jeune n'exprime pas de regret, ne montre pas de compassion, est détaché, comme s'il déambulait dans son château hanté personnel de l'irréel, c'est que l'autre n'existe plus. Mais ça vient aussi de plus haut. Ça vient aussi des parents, des montreurs qui considèrent que seul compte l'apparence. Guy Debord disait déjà « Je parais donc je suis » quand il a créé le manifeste sur le situationnisme. Et voilà où on en est, on a vraiment l'impression que maintenant, seul compte celui qui est au mépris de l'autre, qui ne peut être là que pour lui renvoyer son image, comme une caméra qui renverrait l'image médiatique du personnage qui se croit important malgré la rapidité du passage sur Terre. Oui, on a créé un monde de la chosification et de l'irréel, et de l'irréel et de l'irréalité. Quand on écoute encore ce que dit le procureur, il y a une phrase qui m'a fait frémir. Je ne pensais pas que j'entendrais cette phrase un jour. Et le procureur a dit cette phrase comme ça, hein. Si vous le réécoutez, vous verrez, hein, au moment où il le dit, on n'a même pas l'impression qu'il mesure l'amplitude de la gravité du propos qu'il rapporte. Il apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie. Alors il n'a pas d'antécédents, si ce n'est 2 sanctions disciplinaires, à mon avis, significatives, mais sur lesquelles personne ne s'est appesanti et n'a rien vu. Mais il a plus de repère quant à la valeur de la vie. Et oui, bien sûr, la vie c'est une marchandise maintenant. Et puis on s'extasie parce qu'on vote une loi sur l'euthanasie, sur la mort miséricordieuse. Comment voulez-vous que dans cette ambiance de pompe funèbre, toute une jeunesse privée d'idéal, interdite de rêve, orpheline de modèles, comment voulez-vous qu'elle ait les repères quant à la valeur de la vie, pour reprendre l'expression donnée? Mais de mon temps, vieux con, de mon temps, on admirait Bayard, on admirait Cyrano de Bergerac,
On avait une pensée émue pour le grand-père qui était à Verdun, qui avait perdu un bras, qui avait la croix de guerre. On rêvait de Du Guesclin. On regardait l'épopée de la résistance avec admiration. On avait toute une passion pour ces gens, hommes ou femmes, qui étaient capables de nous donner un modèle. Jean Moulin. Mais qu'est-ce que j'ai pu l'admirer, et qu'est-ce que je l'admire, et combien de fois j'ai pleuré. Et j'ai pas été le seul. Autour de moi, plein d'amis avaient ce même sentiment. Combien de fois j'ai pleuré en voyant les cohortes de déportés et les héros qui combattaient pour que l'Allemagne nazie s'effondrât. Oui, on avait des héros. Aujourd'hui, on n'a que de la pub, que du music-hall et un président qui ose dire qu'il faut lutter contre le brainwashing, ce mot de merde que j'arrive pas à prononcer parce que je parle français, qui signifie le lavage de cerveau. Il utilise cela pour dénoncer ceux qui crient au secours en ce qui concerne les faits divers. Et il a raison, Bardella, quand il la voit promener Macron en lui disant que les Français en ont marre. Il a raison. Enfin, on a le président des océans. On a le roi de l'aquarium, on a la petite sirène. Et maintenant, il est au Groenland. Non, mais bientôt, pour se faire voir, il lui faudra aller sur la Lune, parce qu'il n'y a plus aucune terre de son égocentrisme qui n'a été piétinée. Voilà, on est dans le vide absolu. Il n'y a plus de frein. J'ai appelé des copains criminologues en leur disant « Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui se passe ?» Oh, ils me tiennent un discours qui ne tiendrait pas devant les caméras. Hein. Bon, je ne parle pas de Boer, hein, je parle de criminologues qui travaillent vraiment à la criminologie. Bon. Et qui me disent « Mais Gilbert, tu as déjà vu une voiture qui n'a pas de frein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le mur. » Eh bien, nous, on a enlevé tous les freins qu'on avait, hein, tous les vieilles références. L'éthique était une esthétique. La politesse était une discipline. On a laissé faire l'abandon éducatif. On a perdu l'autorité. On a laissé mourir l'image normative du père. Alors bon, on peut être comme Sandrine Rousseau et pas vouloir vouloir déconstruire tous les pères du monde, mais l'image normative du père, on sait qu'elle existe. Bon, on a réussi à créer une indifférence au châtiment. Vous vous rendez compte? Maintenant, être puni par la justice, pour certains, c'est une gloire. Et tout cela dans un flot d'attitudes permissives. Je conclurai là-dessus. En 2018, dans un lycée de Seine-Saint-Denis, le lycée Utrio, je crois, si je me trompe de nom, ne m'en veuillez pas, je parle de mémoire, un surveillant général chargé de la sécurité devait entrer. Les enseignants ont appris qu'il avait été gendarme. Ils ont menacé de faire grève si on employait comme surveillant général un ancien gendarme. Pas de képi qui nous épie. Le ton est donné pour la rentrée ce matin au lycée Utrio de Stein. Les enseignants sont en grève contre l'arrivée d'un ancien gendarme comme proviseur adjoint dédié à la sécurité, et ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. En 2018, et voilà où on en est maintenant. Voilà où on en est maintenant. Alors je peux vous dire que les responsabilités sont globales, générales, et qu'on n'a pas fini de faire le procès de toutes celles et de tous ceux dont la responsabilité est engagée. Avant de conclure, je voudrais vous dire un mot d'Israël. Israël a bombardé l'Iran, Israël a bien fait. C'était vital.
du temps du Shah, dans les années 70, quand il n'y avait pas encore les mollahs, quand Giscard n'avait pas eu la bonne idée d'orloter, d'emmailloter l'ayatollah Khomeini, les relations entre Israël et l'Iran étaient très bonnes. Et l'Iran ressemblait dans les années 70 à n'importe quel pays. L'Iran menace la terre entière. Il était donc essentiel, vital, qu'Israël intervienne pour éradiquer la puissance nucléaire. Chapeau au service de renseignement. Israël s'est tourné de nouveau vers le renseignement humain et ça paye. Il faut être aux côtés de ce dernier bastion de l'Occident qui nous sert de rempart. Et je dis toute mon amitié à nos amis israéliens qui luttent quelque part aussi pour notre défense. Un dernier mot avant de vous quitter. Vous savez, la famille de Gaulle a donné le manuscrit de l'appel du 18 juin à l'État. C'est beau, c'est un document fondamental, c'est le document historique. Est-ce qu'il y avait Rachida Dati lors de cette remise? Est-ce qu'il y avait un représentant du gouvernement lors de cette remise? Non. Ah, ils avaient su aller au Festival de Cannes, hein. Là, ils y étaient. Mais à l'instant où la famille de Gaulle remet à l'État l'appel du 18 juin, qui est un grand moment de la grandeur de la France, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un représentant du gouvernement. Et vous ne voulez pas que les gosses soient complètement démoralisés, déracinés. À la semaine prochaine, tenez bon, et merci d'être de plus en plus nombreux pour nous rejoindre. N'oubliez pas de taper sur la petite cloche qui est le tocsin de la résistance.